BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotter direction Taïwan. Après les élections, comment promouvoir la réunification nationale ? Vision Pékin. Les Taïwanais viennent d'élire sans encombre, on l'a vu, leur président et leur parlement. Xi Jinping exhorte maintenant le Parti communiste chinois à effectuer un meilleur travail pour gagner le cœur du peuple de l'île rétive. Dans cette optique propre à Pékin, le directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université chinoise de Hong Kong livre ici sa méthode, supposément pour y parvenir. Ce texte a été publié juste après les élections à Taïwan. Il nous provient par la lettre signification S-I-N et pas S-I-G-N, disponible sur la plateforme Substack. Nous l'avions présenté en détail dans cette émission l'an dernier. Alors, pour le professeur Zheng Yongnian, les risques majeurs sont amenés par l'issue de ce scrutin taïwanais. Le président souverainiste élu Lai et son gouvernement vont continuer la politique, dit-il, de dé-sinisation, je cite, de l'île en cultivant une identité taïwanaise distincte. Or, du point de vue de l'auteur, Taïwan est la clé pour que la Chine populaire, dans son ensemble, devienne la puissance maritime pleine qu'elle mérite d'être. Une dite réunification établirait définitivement les droits et intérêts de Pékin sur la mer de Chine méridionale et au-delà vers le Pacifique. Ceci posé pour cet universitaire, il s'agit donc de persuader les Taïwanais qu'un retour pacifique au sein de la mère patrie est bien possible dès lors que l'île pourrait bénéficier d'une solution un pays, deux systèmes, ce qu'on a entendu jadis pour Hong Kong. Absolument. La Chine doit alors concentrer ses efforts de communication, je cite, sur la jeunesse taïwanaise qui n'a pas voté pour le président souverainiste. Surtout, écrit-il, Pékin doit concentrer son œuvre de persuasion sur la certitude que les perspectives de niveau de vie seraient meilleures sous le drapeau chinois. Et pour cela, il faut pratiquer une politique d'ouverture unilatérale de la Chine vis-à-vis des étudiants, des travailleurs et des investisseurs taïwanais. Dans cette stratégie de conviction, les sanctions économiques envers Taipei, écrit-il, doivent être maniées avec la plus grande prudence. La notion de réunification se conçoit dans cette approche d'un intellectuel chinois au cadre d'expression strictement délimitée par l'intégration socio-économique et pas par l'intégration avec les armes. On continue notre tour du monde par le Yémen, Benahouda, et les défis des recettes publiques. Oui, la situation, on le voit, dégénère militairement en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, et y compris en mer d'Arabie, autour du Yémen. Alors, le territoire yéménite est de nouveau bombardé, cette fois par les Américains et les Britanniques. Ça ne dissuade pas jusqu'ici l'insurrection Houthi proche de l'Iran de s'en prendre à certains navires commerciaux encore de passage au nom d'une solidarité pour la Palestine. Alors, beaucoup est écrit sur les différents impacts économiques internationaux de ces événements, nettement moins sur ceux pour le Yémen lui-même, comme si le Yémen n'était qu'une zone de projection et non pas une zone économique comme une autre. Alors, l'unité économique du centre de recherche Sanaa, dans la capitale du pays, livre ici des éléments précis qui relèvent de la politique intérieure, de l'économie, avec une autre phase, celle tournée vers l'extérieur. Ned Walley et ses co-auteurs expliquent que l'assaut des Houthis a eu contre les sources de revenus du gouvernement précédemment avait déjà commencé par un blocus à la fois sur les exportations de pétrole et sur le gaz de ville qui est produit localement, donc sur le nerf de la guerre pour l'économie yéménite. La chute des rentrées budgétaires a été vertigineuse, je cite, obérant la capacité de ce qui reste de l'État yéménite de payer les salaires du secteur public, de permettre la fourniture d'électricité, donc de faire tourner la machine. L'expiration d'une subvention saoudienne pour le carburant a précipité le sud du pays en 2022 dans une crise énergétique dévastatrice jusqu'à ce que Riyad, en août 2023, débloque une enveloppe de 1,2 milliard de dollars sans pour autant que cela permette de sortir de l'impasse. En mai dernier, en Jordanie, il y a une initiative baptisée Repenser l'économie du Yémen qui a tenté d'élaborer les moyens de retrouver des flux budgétaires en tenant compte de la fragmentation géographique de ce territoire. Cela passerait par une rationalisation des grandes structures de services, télécommunications, énergie notamment, mais rien ne serait envisageable d'après les auteurs sans que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont âprement combattu, rappelons-le, la rébellion Houthi, s'engagent à cofinancer les réformes indispensables, je cite encore. Est-ce encore envisageable à présent? Question essentielle, mais quoi qu'il en soit, il faudrait aussi se tourner vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour trouver une solution à ce qui est en train de se passer actuellement en mer Rouge.
Et enfin, Benahouda, on s'intéresse aux investissements de diaspora dans les contextes fragiles avec le cas particulier de la Somalie. Oui, c'est un travail de recherche publié par un institut néerlandais de relations internationales. Ce sont environ 2 millions de personnes d'origine somalienne, première ou deuxième génération, qui transfèrent en gros entre 1,3 et 2 milliards de dollars par an vers la Somalie. 1,3 à 2 milliards de dollars, ça peut représenter jusqu'à 20% du produit intérieur brut somalien. Et en gros, autant, et c'est très important, on va le voir dans la démonstration, que l'aide publique extérieure. Guido Lanfranchi établit d'abord que les investissements d'une diaspora peuvent canaliser de façon efficace les financements vers des activités productives dans le pays d'origine, ce qui, montre-t-il, soutient une création de flux de revenus tout en générant des retours sur investissement pour les investisseurs de cette diaspora. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais par ailleurs, en particulier dans un contexte sociopolitique extrêmement fragile comme celui de la Somalie, ces mêmes investissements peuvent aussi saper la cohésion sociale, la légitimité des pouvoirs publics et même augmenter la probabilité d'alimenter un conflit violent à l'intérieur du pays. Surtout, écrit l'auteur, si l'argent est fléché en fonction de lignes identitaires, de lignes claniques, ce qui, a priori, semble pour n'importe quelle diaspora au monde, la logique, c'est on dirige son argent vers les gens de sa famille. Sur le fondement de cette analyse, ce spécialiste italien de la Corne de l'Afrique, il est italien, il établit une série de recommandations, 4 essentiellement, censées valoir pour la Somalie, un pays dont l'État ne se relève pas, rappelons-le, depuis la chute des blocs de la guerre froide. Alors d'abord, recueillir par les donateurs des données exhaustives, des données complètes quant aux préférences des investisseurs potentiels et des bénéficiaires, ce qui demande donc un travail statistique, assurer la transparence autant que possible dans les engagements, notamment pour ce qui concerne la sélection des bénéficiaires de ces investissements, comprendre de manière approfondie les implications économiques et politiques de tel ou tel investissement. Et d'après cette analyse, ce sont bien les États donateurs, les agences d'aide, qui doivent contribuer à structurer de la sorte les flux privés. Dans ce sens, ce serait nettement plus efficace que de compter sur les bienfaits supposés des lignes d'aide publique extérieures, les unes après les autres. Et donc peut-être un jour redonner un sens commun à cet État somalien qui s'est effondré. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.